Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés où l'on va aujourd'hui s'intéresser au Groenland, la plus grande île du monde, état constitutif du royaume de Danemark. Ce territoire de 2 millions de kilomètres carrés pour 55 000 habitants attire les convoitises, en particulier de la part de Donald Trump qui laisse entendre qu'il pourrait rien moins qu'annexer le Groenland. Alors on va essayer de faire mieux connaissance avec ce pays, avec ses habitants aussi, en revenant tout d'abord sur ce qui a remis le Groenland ces derniers jours au cœur de l'actualité. La première, les clés. Un jet privé, floqué du nom Trump en lettres capitales, se pose sur le tarmac enneigé de l'aéroport de Nuuk, la capitale du Groenland. À son bord, Donald Trump Jr., le fils de Donald Trump. Nous sommes le 7 janvier. À sa descente d'avion, dans le hall de l'aéroport, le fils du président américain élu est accueilli avec enthousiasme par les quelques Groenlandais venus l'attendre. Il est accueilli aussi par les questions des journalistes qui ont fait le déplacement. On est un peu pressé par le temps parce qu'il ne nous reste que 2 heures de luminosité. Donc on va aller visiter, mais on est très excités d'être ici. Vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes au Groenland? On est juste là en touriste pour voir cet endroit incroyable. Ça fait un moment qu'on en parle. On devait déjà venir au printemps dernier, mais je fais ça sur mon temps libre et je suis vraiment excité d'être ici. C'est génial. Rien que le paysage en arrivant ici est vraiment spectaculaire. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'intérêt des États-Unis pour le Groenland? Oh non, ça je laisse à d'autres. Nous, on est là en tant que touristes. Le temps de faire quelques selfies, Donald Trump Jr. sort de l'aéroport, monte dans une voiture et quelques heures plus tard, il posera en compagnie de quelques autres Groenlandais à qui il a distribué des casquettes rouges avec le slogan « Make America Great Again ». Et pratiquement au même moment, à des milliers de kilomètres de là, le père Trump, le 45e président élu des États-Unis, tient lui une conférence de presse dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride. Thank you very much. It's an honor to be with you. Many things are happening that are exciting, very exciting for our country. Il trace quelques contours de ses ambitions pour son mandat présidentiel et sur le Groenland, voilà précisément ce qu'il dit. Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. On le dit depuis longtemps. Je veux dire, les gens en parlent depuis longtemps. Vous avez environ 45 000 personnes sur place. Les gens ne savent même pas si le Danemark a un droit légal sur ce territoire. Mais si c'est le cas, ils devraient y renoncer. Parce que nous en avons besoin du Groenland pour la sécurité nationale. Pour le monde libre, je parle de la protection du monde libre. Quand vous êtes là-bas et que vous regardez, vous n'avez même pas besoin de jumelles pour le voir. Les navires chinois sont omniprésents, les navires russes sont omniprésents. Nous ne laisserons pas cela se produire. Et si le Danemark veut s'opposer à ça, mais personne ne sait s'ils ont un droit ou un titre pour cela. Les habitants vont probablement voter pour l'indépendance ou pour entrer aux États-Unis. Mais si le Danemark veut empêcher cela, alors je tarifferai le Danemark à un très haut niveau. Et quand un journaliste lui demande s'il peut assurer qu'il n'utilisera pas la force militaire en plus de la coercition économique pour arriver à ses fins,
c'est-à-dire annexer le canal de Panama et le Groenland? Voilà ce qu'il répond. Non, je ne peux pas vous assurer ça. Vous parlez du Groenland et de Panama, je ne peux pas vous assurer ça parce que nous en avons besoin pour notre sécurité économique. Ce à quoi la première ministre danoise a répondu, elle, quelques heures plus tard. Le Groenland appartient au peuple groenlandais. C'est un peuple fier, avec une langue et une culture qui lui sont propres. Et comme l'a déclaré le président du Parlement groenlandais, le Groenland n'est pas à vendre. Ceci dit, les États-Unis sont notre allié le plus proche, et ce pour des questions de défense ou de sécurité, notamment en ce qui concerne l'Atlantique Nord où les tensions augmentent. Et donc, nous avons un intérêt évident à ce que les États-Unis y jouent un rôle important. On sent là toute la prudence du Danemark qui ne peut pas visiblement se permettre un clash frontal avec son allié américain. Mais pourquoi, au fond, le Groenland est-il un État constitutif du Danemark? Que sait-on sur les aspirations de ses habitants? Pourquoi ce territoire suscite-t-il aujourd'hui autant de convoitises? C'est tout cela que l'on va essayer de comprendre dans la suite de cet épisode. Et pour cela, nous allons accueillir une invitée qui est avec nous depuis Paris, c'est Pia Bailleul. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse, anthropologue au CERI Sciences Po et vous étudiez particulièrement le Groenland. Alors on va essayer de faire un peu mieux connaissance, je le disais, avec ce pays, avec ses habitants aussi, avec vous. Mais peut-être d'abord une petite question. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser au Groenland, pays dans lequel vous vous êtes déjà rendu d'ailleurs plusieurs fois pour vos recherches? Merci déjà pour cette invitation. Et pourquoi je me suis intéressée au Groenland? C'est il y a une dizaine d'années, quand j'étais en master d'anthropologie. Je sais pas, je trouvais que c'était un territoire qui posait des questions d'émancipation nationale et d'accession à l'indépendance après une colonisation un peu particulière, qui était intéressante et qui valait le coup d'être investiguée. Et je trouvais qu'il y avait peu d'attention qui était portée au territoire. Donc voilà, je me suis rendue là-bas, j'ai interrogé les gens et puis après, j'ai développé mes études autour de ces problématiques-là. Et c'est intéressant évidemment puisque vous êtes anthropologue, donc on va pouvoir aussi s'intéresser aux personnes qui vivent là-bas sur place, ne pas parler que de territoire, que d'intérêts stratégiques et de géographie, mais commencer peut-être par quelques questions sur la géographie quand même, hein, parce que c'est un pays de taille immense par rapport à un petit pays comme la Belgique. Je calculais qu'on pourrait mettre 72 fois la Belgique dans le territoire du Groenland. Par contre, 55 000 habitants en Belgique, c'est la taille d'une petite ville comme Verviers. Donc, c'est un pays extrêmement peu dense au niveau de sa population parce qu'il est recouvert en bonne partie aussi de calottes glaciaires. Comment est-ce que vous nous décririez les paysages, ce pays, son urbanisation aussi, Pia Bailleul? Alors, bon, effectivement, vous l'avez un peu dit. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que le Groenland est recouvert à 80% par la calotte glaciaire, qui est vraiment au milieu, qui occupe la plus grande place du pays. On ne peut pas y vivre sur cette calotte. Elle est assez gigantesque. Par moment, elle fait 3 km de haut, donc c'est vraiment massif. Et elle est visible de la plupart des côtes, dès qu'on s'aventure un petit peu. Donc déjà, quand on projette un paysage, il faut projeter une calotte glaciaire. Après, le territoire est très très grand, ce qui fait que dans le nord, c'est un paysage arctique assez traditionnel, hein, de la glace presque toute l'année, du pergélisol, donc du sol gelé et qui ne dégèle pas. Et plus on va vers le sud du pays, plus alors là, on a des paysages qui vont être un peu plus familiers, avec l'été une terre qui dégèle, sur laquelle, dans le sud, il y a même de l'agriculture, donc une terre, donc un climat tempéré, avec des températures qui peuvent atteindre 20 degrés, là où elles atteignent que 0 degré dans le nord. Donc on a des paysages comme ça très très différents, beaucoup de vent, presque pas d'arbres, donc un paysage un petit peu désertique, on peut dire. Et donc, on a 55 000 habitants sur ce territoire, je le disais, qui se regroupent comment? Est-ce qu'on a des habitants disséminés un peu partout où c'est habitable ou bien concentrés sur quelques villes principales? L'habitat, il est plutôt urbain. Il y a 16 villes au Groenland, avec Nuuk, la capitale, qui regroupe une grande partie de la population, je crois, avec 16 000 habitants.
Et du coup, la majeure partie de la population dans ces 16 grandes villes qui sont réparties le long de la côte et à l'est. Et puis un habitat rural qui est plus clairsemé dans des petits villages qui vont là de 20 habitants à 100 personnes. Donc c'est une manière de vivre qui est très très différente, qui forme un peu l'image de deux Groenland différents. Un Groenland urbain dans lequel on a accès aux services, aux commodités, qui sont des villes qui sont pas très différentes de celles qu'on peut voir en France ou en Belgique finalement. Et un habitat rural où alors là on pratique beaucoup plus la chasse, le rapport à la nature est beaucoup plus important et le mode de vie est beaucoup plus lent. Parfois il n'y a pas du tout d'accès à Internet, il n'y a pas non plus de canalisation. Donc deux modes de vie très différents entre la ville et la campagne. Ouais. Et quelle langue parle-t-on au Groenland Pia Bayeul? On parle plusieurs langues. Le groenlandais est la langue nationale, mais en réalité, c'est le groenlandais de l'Ouest. Donc, c'est un groenlandais qui est la langue natale que des Groenlandais qui vivent à l'Ouest. Existe aussi le groenlandais du Nord, celui du Sud et celui de l'Est, en fait, qui se déclinent sous des dialectes locaux. Donc, il y a toutes ces langues-là qui se parlent avec celui de l'Ouest en langue nationale. Mais il y a aussi le danois, qui est une langue très, très forte et beaucoup parlée en raison de la colonisation et de cet héritage colonial. Donc, c'est la deuxième langue, le danois. Et puis l'anglais, enfin le danois est aussi appris à l'école, et l'anglais est aussi la troisième langue à l'école et qui est une langue de plus en plus valorisée et qui est essentielle là pour le développement international du pays. Donc c'est vraiment un paysage linguistique assez hétérogène quand même. Et vous nous amenez justement à la question de l'histoire et de cette histoire coloniale d'un territoire d'abord colonisé par la Norvège et puis qui a été récupéré en quelque sorte par le Danemark. Quels sont les liens alors justement entre les Danois et les Groenlandais? Je le disais, c'est un État constitutif donc qui est rattaché quand même donc à ce royaume de Danemark, même si c'est un État qui a son propre parlement, on l'a entendu dans l'introduction. Comment est-ce que vous décririez justement ces rapports entre le Groenland et le Danemark? Je dirais qu'ils sont forts et ambivalents. Ce qu'il faut dire en premier, je pense qu'il est important à comprendre, c'est qu'il y a des rapports familiaux dans les familles. Maintenant, toutes les familles groenlandaises ont des membres de leur famille, actuels ou passés, au Danemark et au Groenland, et il y a des Danois dans ces familles-là. Donc en fait, il faut voir les deux pays comme très très liés de ce point de vue-là, et c'est ça qui rend la question d'indépendance un peu compliquée du point de vue émotionnel. Donc les rapports de ce point de vue-là sont plutôt bons, sont familiaux, et d'un point de vue politique, ils sont plus ambivalents parce qu'il y a une volonté d'indépendance très très forte au Groenland et donc de se détacher des affaires danoises en raison de la colonisation, de tout ça. Mais ce détachement, il n'est pas violent en fait. L'idée, c'est de garder une relation politique qui est très forte, des partenariats financiers, politiques qui soient forts. Donc à nouveau, c'est vraiment plutôt un partenariat vers l'indépendance du Groenland. Donc, même du point de vue politique, la relation, elle est forte et elle est plutôt bonne. Et est-ce qu'il y a déjà eu par le passé des référendums d'autodétermination pour les habitants groenlandais ? Oui, il y en a eu un à la fin des années 2000 qui a établi que 70% de la population souhaitait l'indépendance, donc large majorité. Et ce référendum était un petit peu un test autour de la mise en place du dernier régime de gouvernement qui a été mis en place en 2009 et qui en fait, ce régime est très important parce qu'il redonne les droits sur les terres, les sous-sols, l'industrie minière et le secteur de l'énergie aux Groenlandais. Donc là, c'est vraiment une reconnaissance de l'autochtonie, de la souveraineté des Groenlandais sur leur territoire. Mais ce nouveau régime, il établit aussi la possibilité d'une indépendance immédiate du Groenland par un référendum majoritaire. Donc ces deux éléments-là sont assez révolutionnaires dans l'histoire du pays. Donc déjà, aujourd'hui, là, en 2025, les Groenlandais ont quand même déjà pas mal de leviers par rapport à leur pays, par rapport à son exploitation, mais ils ont aussi la possibilité, si on vous comprend bien, Pia Bayeul, un peu du jour au lendemain et sur base d'un nouveau vote, de prendre complètement leur indépendance par rapport au Danemark ? C'est exactement ça. Après, disons que la possibilité de ce référendum était importante d'un point de vue historique pour montrer aux Groenlandais qu'ils avaient la main maintenant. D'un point de vue pragmatique, ça n'a jamais été mis en place parce qu'à l'heure actuelle, il y a encore quand même presque la moitié du budget, il me semble, de l'État qui est financé par le Danemark et 20% du PIB provient de ces aides-là. Donc en fait, le Groenland ne pourrait pas être indépendant, il n'aurait pas une économie suffisamment stable et forte pour soutenir cette indépendance. Du coup, ce que les partis politiques voient et établissent à chaque nouvelle élection, c'est quel est le programme qui va mener à l'indépendance, dans combien d'années on va
pouvoir être indépendant. Ce sont ça finalement les vraies questions et pas tant quand est-ce qu'on mène le référendum. C'est construire une économie stable et indépendantiste la vraie question. Donc, on comprend un peu mieux avec vous justement la population groenlandaise, ses rapports aussi avec le Danemark. On comprend également qu'on est à un moment un peu charnière, stratégique, où on pourrait aller vers l'indépendance du Groenland. Et c'est à ce moment-ci que revient Donald Trump, donc à la charge. On sent bien, il le dit d'ailleurs dans son discours, qu'il a bien ça en vue, lui, ce référendum d'autodétermination qui pourrait faire que les Groenlandais se détachent complètement du Danemark. Et on voit aussi comment il lorgne sur ce territoire. Alors avant de commenter tout cela avec vous, Pia Bayol, de tenter de voir aussi comment les Groenlandais voient cette perspective, on va peut-être prendre le temps de bien comprendre pourquoi les États-Unis s'intéressent en particulier au Groenland, et on va faire ça en compagnie de Sarah Pousset. Si le Groenland intéresse les États-Unis, c'est d'abord pour concurrencer la Chine et la Russie qui lorgnent aussi sur ce territoire. Notamment d'un point de vue commercial. Le Groenland se situe sur une nouvelle route maritime rendue accessible par la fonte des glaces. La route dite du Nord-Ouest qui permet de relier l'Europe à l'Asie en passant par l'Arctique. Comme le Groenland est sur le chemin, les États-Unis se voient bien y construire des ports et percevoir des droits de douane. Le territoire est aussi intéressant pour toutes les richesses qu'il abrite, notamment des terres rares qui permettraient aux Américains d'être moins dépendants de la Chine, un enjeu sur lequel l'Europe a d'ailleurs aussi beaucoup à perdre, comme le pointait James André, grand reporter France 24, lors d'un débat pour l'émission C'est dans l'air. L'enjeu est de taille, et il est de taille pour l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, les citoyens du Groenland sont des citoyens de l'Union européenne, même si le Groenland ne fait pas partie de l'Union européenne. C'est un territoire d'outre-mer de l'Union européenne. Donc il faudrait qu'on se défende quand même. Pourquoi ? Parce que c'est 13% du pétrole inexploré du monde. 30% du gaz, c'est des réservoirs monumentales d'uranium. On parle de 600 000 tonnes. Aujourd'hui, la consommation annuelle, c'est 40 000 tonnes. On parle de terres rares, dont on a extrêmement besoin. Les Américains le savent, ils en ont besoin pour leur industrie. Donc là, on peut être sûr que Elon Musk est derrière en train de pousser. Et toute cette énergie, on va en avoir besoin pour la révolution de l'intelligence artificielle. Et ça, Trump et ses collègues le savent. Donc c'est pas du bluff, c'est sérieux. Pour l'instant, ces ressources restent tout de même très compliquées et surtout très coûteuses à exploiter. Le tout pour Donald Trump est en fait de satisfaire les entreprises d'exploitation minière, selon la politologue Elisa Schell, intervenue sur Arte. L'enjeu, il est d'obtenir des licences d'exploitation pour des gisements de terres rares et de minerais importants qui sont stratégiques. Et c'est très important pour Donald Trump puisque les grandes entreprises aussi de forage de pétrole et de gaz ont tout intérêt à voir s'ouvrir des marchés. Et n'oublions pas que Donald Trump est dans une campagne de levée de fonds pour sa cérémonie d'inauguration qui aura lieu le 20 janvier. Donc, s'il promet d'ouvrir des marchés à ces grandes entreprises américaines au Groenland, il peut espérer en obtenir des dons dès maintenant. Enfin, le Groenland a aussi une position stratégique d'un point de vue militaire. Les États-Unis y ont déjà installé une base qui surveille l'espace aérien mondial grâce à des radars, notamment pour détecter d'éventuels missiles en direction des États-Unis. Donald Trump se voit bien agrandir cette base pour sa sécurité nationale, mais aussi pour surveiller les déplacements navals russes qui se rapprochent pas mal du Groenland. Or, la puissance militaire danoise étant très limitée, on les voit mal contrer une tentative d'annexion russe. Autant d'arguments qui font de ce large territoire enneigé un véritable enjeu géopolitique. Alors Pia Bayol, ça fait pas mal d'éléments. Commençons peut-être sur l'enjeu minier, puisqu'en tant qu'anthropologue, vous vous êtes particulièrement intéressé à ces questions-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà des ressources minières qui sont exploitées au Groenland ? Est-ce que c'est déjà un enjeu économique ou bien c'est plutôt le potentiel ici dont on parle ? Les deux. Alors déjà oui, il y a une mine qui est en activité au Groenland, dans le nord, une mine d'anorthosite. Donc là, on est un peu loin des terres rares, mais c'est quand même un matériau de construction essentiel. Mais c'est pas un méga complexe, c'est une mine de 200-300 personnes à peu près, assez locale.
Mais sinon, la question minière, elle est essentielle au Groenland parce que c'est vraiment l'industrie par laquelle le gouvernement espère massifier son budget et pouvoir se détacher du Danemark. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'espoir et d'ambition autour de ce secteur-là. Et puis les mines sont assez anciennes au Groenland quand même, parce que les premières mines industrielles ouvre dès la fin des années 1890. Donc il y a quand même une certaine familiarité avec le secteur minier, même si c'était des petites mines. Voilà, on ne parlait pas d'extractivisme à l'époque. Et sinon, on est aussi dans la spéculation, vu qu'il n'y a pas de mine en activité, mais qu'il y a énormément d'exploration et d'appels d'offres sur la base de ces soi-disant richesses qui pourraient être exploitées. Tout ça, il faut quand même le tempérer, moi je pense, parce que déjà par rapport à ce qu'on vient d'entendre, le pétrole, le gaz sont interdits au Groenland. L'exploitation est interdite depuis 2021, donc il n'y a pas de gisement exploité. Et l'uranium est soumis à des restrictions gigantesques, qui fait que même en sous-produit, c'est compliqué de l'exploiter et qu'il est interdit de l'exploiter en tant que matière principale. Donc voilà. Et après, exploiter au Groenland, c'est toujours plus cher qu'exploiter dans un pays d'Afrique ou d'Amérique latine, qui sont deux grands continents d'extraction. Donc voilà, ça tempère un petit peu, on est sûr de la logique d'exploration, sûr de la spéculation, et je pense que c'est ça qui est important dans la situation, c'est qu'à la fois Trump et le Groenland lui-même jouent sur cette spéculation-là pour obtenir plus d'investissements et jouer leur place de manière géopolitique. En un tout petit mot, Pia Bailleul, qu'en pensent les Groenlandais eux-mêmes? Est-ce qu'eux sont demandeurs qu'on aille explorer davantage le sous-sol et peut-être ouvrir bien plus de grands complexes miniers sur le territoire? Ou bien est-ce qu'il y a une méfiance aussi par rapport à ça? Quel est leur sentiment par rapport à cette politique extractiviste qui pourrait se développer? Les deux. Ils sont demandeurs de mines qui leur pourvoient des emplois, de la formation, un avenir économique sur le long terme. Ils ont envie de ça et ils sont fiers d'avoir des ressources, ils sont fiers de leur territoire. Et aussi, pour aller rapidement, les ressources minières ne sont pas nouvelles au Groenland. Ça fait très longtemps que c'est exploité dans des pratiques coutumières. Ça donne lieu à des récits, à des croyances. Enfin, voilà. On n'est pas dans quelque chose de totalement nouveau quand même et de trop loin de la culture groenlandaise. Après, il y a une énorme crainte d'un vol des ressources et d'entrer dans une situation de néocolonialisme en fait, vis-à-vis des industriels, mais aussi d'autres États, comme ce que propose Trump. Et donc l'objectif, c'est d'avoir une industrie minière qui soit extrêmement réglementée, d'échelle locale et qui soit dirigée par les Groenlandais, mais avec des capitaux étrangers, donc dans des partenariats raisonnés finalement. Et donc, quand on entend tout ce que vous nous dites là, comment est-ce que les Groenlandais aujourd'hui se positionnent par rapport à ces velléités d'annexion? Alors Donald Trump lui-même n'est pas très très clair. Est-ce qu'il veut en quelque sorte acheter le Groenland pour l'additionner au territoire américain? Est-ce que c'est une sorte de partenariat privilégié? On sent en tout cas que c'est surtout des intérêts pour les États-Unis qui sont en jeu là-bas et peu l'intérêt des Groenlandais eux-mêmes. Comment est-ce que c'est vu par les habitants du Groenland, cette potentialité d'une sorte d'annexion par les États-Unis? Bah moi, ce que j'en comprends en regardant un peu les réseaux sociaux et la presse groenlandaise, c'est que d'un point de vue politique, le Premier ministre qui était en conférence de presse hier a été très très clair, je trouve. Il a dit que le Groenland se trouvait dans une position de tension entre la Russie et les États-Unis, que c'était une position inconfortable, mais qu'à la fois c'était une position stratégique de laquelle il allait essayer de tirer le meilleur parti. Et je pense que ça dit tout du fait que oui, je trouve que ils prennent ça comme une déclaration de mépris de la part de Trump de dire je peux acheter n'importe quel territoire. En même temps, c'est aussi dans leur intérêt parce que ça va leur permettre éventuellement de tisser de nouveaux partenariats économiques autour du minier et donc de développer ce secteur-là. Les Groenlandais, de manière un peu plus populaire, je crois que ça les fait un peu rire parce que maintenant, ça revient depuis plusieurs fois cette litanie quand même. Les Américains sont déjà présents sur le territoire par le biais de la base de Pituffik. Et donc, je crois qu'ils ne se laissent pas berner sur le fait que pourrait y avoir une invasion qui se ferait acheter. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de fierté d'être au centre de l'attention et ça les fait un peu rire parce que voilà, c'est un peu un coup de pied historique. Ils ont été un pays colonisé, maintenant ils sont au cœur des débats. Et en même temps, ils ont une réponse nationaliste en disant nous sommes Groenlandais, on restera. Voilà. Et donc revendiquer ça pour pas être pas tomber dans un truc de mépris et se laisser faire. Et donc, à vous entendre, ce qui pourrait se jouer dans les années qui viennent, c'est que les Groenlandais se servent un peu de cette position stratégique centrale, peut-être pour servir
leurs intérêts, mais leurs intérêts principalement à eux, d'indépendance, de prendre vraiment cette indépendance, en particulier vis-à-vis du Danemark, dont on a compris qu'il y a un enjeu financier aussi, puisqu'aujourd'hui ils vivent un peu sous perfusion en partie économique de la part du Danemark. Ils y voient surtout l'intérêt de prendre vraiment leur indépendance et pas d'aller se rattacher à un autre bloc. Totalement. Ils n'envisagent pas du tout de devenir américains ou quoi que ce soit d'autre. Et le fait de, par le biais de l'autonomie nationale, de gérer ses propres intérêts, c'est pas nouveau. C'était déjà le cas dans les années 80, quand ils ont quitté l'Union européenne et mis en place des accords très spécifiques sur la pêche, qui est leur industrie principale. Et là, ils font la même chose. Ils ont signé un partenariat autour des minerais avec l'Europe, dans le but d'un partenariat sur le long terme. Et on n'est pas à l'abri qu'ils fassent la même chose avec les USA. Rien ne les retient. Déjà à l'heure actuelle, les USA ont déjà un pied au Groenland par le biais d'entreprises d'exploration minière, qui sont financées d'ailleurs par des milliardaires. Jeff Bezos, Bill Gates financent l'exploration minière au Groenland. C'est pas nouveau en fait. Au niveau du minier au Groenland, ce qui est nouveau là, c'est que Trump revendique ça de manière spécifique. Mais non, le Groenland essaie vraiment de jouer sa carte dans tout ça. En un mot, parce qu'on est au bout de l'émission, on peut rappeler que le territoire groenlandais, d'un point de vue de géographie naturelle, fait plutôt partie du continent américain, même si aujourd'hui, politiquement, organiquement, il est plutôt rattaché à l'Europe. Est-ce qu'il y a une forme de sentiment d'appartenance européen chez les Groenlandais ou pas du tout ? Je ne pense pas, non. Européen, pas du tout. Danois, un petit peu, clairement. Des personnes même groenlandaises revendiquent d'être inuits et danois. Enfin voilà, ça c'est une vraie question. Le sentiment d'appartenance, du coup, il est plutôt inuit et du coup, il va être sur un continuum de culture inuit qui, du coup, les lie aux Inuits du Canada, aux Inuits de l'Alaska, tout ça. C'est plutôt ça, l'identité qui prime. Eh bien voilà, dans ce débat où l'on a surtout entendu jusqu'ici les déclarations de Trump, des Européens, du Danemark, où on a surtout parlé d'intérêts économiques et géostratégiques, on se disait que ce serait pas mal d'essayer de comprendre ce que veulent les habitants du Groenland eux-mêmes. Merci à Pia Bayeul, chercheuse aux séries Sciences Po, de nous avoir du coup éclairé sur ce sujet. Merci aussi à Antoine Duhart pour la réalisation sonore. À la préparation, il y avait Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. Si vous souhaitez nous écrire pour les clés, si vous souhaitez aussi être abonné à notre newsletter, c'est une nouveauté qui va bientôt arriver, une adresse pour nous le faire savoir, lesclés au pluriel et en un mot, @rtbf.be.